Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Mathieu Bouchard. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec trois personnes qui ont chacune fondé leur propre entreprise et qui vont venir nous parler un peu, nous donner leur perspective après un avant-midi où on a discuté beaucoup, on a entendu des experts dans le domaine puis sur l'importance de l'intégration des facteurs ESG. Donc là, on va prendre le problème par l'autre bout de la lorgnette ou l'opportunité par l'autre bout de la lorgnette, puis entendre de la bouche de ces trois entrepreneurs la réalité qu'ils vivent. Alors, je vais leur demander chacun leur tour de nous présenter premièrement leur entreprise, l'entreprise qu'ils ont fondée, puis ensuite on va se jeter dans les questions. Alors, je vais commencer tout de suite à ma gauche. Harold, tu es le fondateur de OVA. Alors, dis-nous un peu qu'est-ce que OVA. Oui, bien, merci. Puis je suis Harold Dumur, fondateur de la compagnie OVA. On est dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité mixte. On a un outil de création de contenu pour les non-programmeurs. Fait que c'est un peu comme le PowerPoint du futur, on va dire, pour les néophytes. Donc, par de simples glisser-déposer, les gens peuvent créer leur contenu puis mettre de l'interaction dedans. Ça permet entre autres de créer rapidement de la formation immersive ou 3D ou de collaborer, faire du design thinking à l'intérieur de ce type de changement de paradigme dans ces nouveaux médiums. Alors, voilà. Excellent. Williamson? Mon nom, c'est Williamson Dulcé. Je suis cofondateur d'Origine Village, qui est une entreprise à but non lucratif qui aide les entreprises afrodescendantes dans la transformation numérique. Donc, on les accompagne, on a des experts qui les encadrent et on développe des logiciels aussi pour pouvoir les aider dans leur transformation numérique. Merci. Et Anne-Marie? Oui, donc bonjour tout le monde. Anne-Marie Asselin, je suis fondatrice de l'Organisation Bleue, qui est une OBNL, donc un organisme à but non lucratif incorporé au Québec, qui préserve principalement l'environnement à travers toutes sortes d'activités qui sont vraiment à mi-chemin entre la science et la culture. On s'apprête aussi à incorporer prochainement un studio créatif. Donc, on produit toutes sortes de contenus à l'interne pour proposer des nouvelles expériences, pour sensibiliser les gens à l'environnement qui nous entoure, mais aussi les inspirer à poser des actions concrètes pour préserver la planète. Merci. Alors, vous voyez, des gens très dynamiques. On a eu une conversation fascinante à l'arrière. Vous auriez dû être là, mais on va essayer de la reproduire maintenant pour votre bénéfice. Fait que je vais commencer par la première question, puis elle s'est posée, je pense, à tous les panélistes ce matin. Quelle est votre définition de l'impact? Alors, je ne sais pas qui veut y aller en premier. Bien, je peux continuer dans le sens horaire. Donc, moi j'ai adoré les Lost Tape interviews de Steve Jobs sur Netflix. Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais il y avait un point qui mentionnait l'importance de la culture dans son entreprise. Puis lui, il voyait ça comme tu prends une canette, tu mets dedans des roches, puis tu commences à brasser la canette, puis les roches vont sortir en étant tous polies. Fait que c'est quand même un grand impact de mettre justement les gens qui ont des pensées différentes ensemble. Il faut aussi se rappeler, je pense, peut-être l'éléphant blanc pour une start-up, dans la salle, c'est surtout au début de la survie, puis ensuite la croissance. Fait qu'il faut quand même arriver à allier le tout. C'est une sorte de danse où il faut faire des ventes, chercher du capital de risque, comme il y a eu un panel un matin. Puis moi, ce que j'ai vu, l'impact chez nous, dans le fond, chacune des ventes de nos licences, on donne 1% pour justement combattre à travers la plateforme Stripe les changements climatiques. Puis aussi, quand j'étais plus jeune, je comptais justement avant de rentrer sur le stage que je m'habillais en éco, puis j'adorais la compagnie éco, non seulement parce que c'était nice, mais parce qu'ils donnaient 1% entre autres pour la sauvegarde des rhinocéros. Fait que moi, ma tangente, quand on a commencé la compagnie, puis pour donner un impact, on s'est associé avec, puis là, j'espère que je ne scrape pas l'acronyme, mais la WWF, puis je parle pas de la lutte, là. Et c'était pour justement aider à la sauvegarde des ours polaires. Fait que ça, c'était un peu les missions qu'on s'est mis puis je reviens à Steve Jobs, pour créer une culture d'entreprise, puis donner, tu sais, une mission au-dessus de la création d'un produit qui veut, à la fin de la journée, répondre, tu sais, aux besoins primaires de l'entreprise, qui est faire du cash. C'était aussi d'avoir une sorte de cohésion, puis d'amener, tu sais, un impact réel sur le monde. Puis ça, on l'a commencé dès le début. Puis je pense que je radote ce qui a été dit à travers les autres panels. Tu sais, il ne faut pas justement que le changement arrive parce qu'il doit arriver pour une raison tierce. Il faut le faire d'entrée de jeu. Merci. Williamson? Je te dirais plus dans le contexte de qu'est-ce que je fais avec Origine Village. C'est vraiment l'impact pour moi, c'est d'outiller les entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir un changement sociétal.
Donc, s'assurer qu'ils ont les outils nécessaires, la connaissance nécessaire, que ce soit outils technologiques ou créatifs, peu importe, puissent éventuellement changer leurs conditions dans lesquelles ils évoluent dans cette société-là. Donc, tout à l'heure, on en parlait, puis je disais que moi, à 12 ans, j'ai vécu des choses, puis j'ai 2 filles, puis ma fille, aujourd'hui, elle a 12 ans, puis elle vit les mêmes choses que moi. Donc, c'est une génération qui vient de passer à peu près 30 ans. Là. Je suis 44, donc je suis un petit peu vieux. Mais c'est pour vous montrer que ça vient me toucher parce qu'en 30 ans, je n'ai pas vu de changement. Donc, ma mission à moi, c'est de m'assurer d'outiller ma fille pour qu'elle puisse ne pas avoir à vivre les choses pour les prochaines générations, mais qu'elle puisse mettre des changements en place dans son vécu à elle pour s'assurer que les autres générations ne vont pas avoir les mêmes choses. Merci. Anne-Marie? Oui, ben ça ressemble un peu à ce que Billy vient juste de dire, en fait, mais pour l'organisation Bleu, c'est un impact qui est vraiment à tous les niveaux. Je dirais que tous les volets dans lesquels on interagit, que ce soit une relation client avec la communauté, avec les individus, la mission, ultimement, c'est de sensibiliser puis provoquer une prise de conscience à l'instar d'une crise climatique, d'une crise de la biodiversité, où les choses ne vont pas nécessairement bien au niveau du changement climatique, où il y a une jeunesse qui souffre d'éco-anxiété sur une base quotidienne, mais aussi de plus en plus. Beaucoup de nouveaux termes, en fait, qu'on est très peu familiers, mais que finalement, on peut vraiment mettre à profit un écosystème, même en entreprise, même en start-up, pour vraiment créer cet impact-là, que ce soit en impliquant des brands à avoir un impact sur nous, notre croissance, mais aussi d'impliquer des individus, des institutions, le gouvernement à poser des actions concrètes pour changer les choses, finalement. Puis on en parlait tantôt. Alors, vous êtes 3 entreprises qui font les bonnes choses, cochent les cases, font la bonne affaire, mais c'est pas si simple que ça. Là. C'est pas simplement, je remplis le formulaire comme il faut ou je remplis mes critères ESG. Ça donne pas nécessairement de l'argent au bout de la semaine. Peut-être nous en parler un peu ce qu'on discutait un peu plus tôt. Je sais pas qui veut commencer. Anne-Marie, vas-y. Ouais, t'avais le micro. C'est sûr qu'il y a une réalité terrain là, qui est palpable. Là, je pourrais dire, on a des missions qui sont nobles. On œuvre pour le bien commun, en tout cas à l'Organisation Bleue, c'est vraiment la base de tout ce qu'on fait. Puis j'entends tous les hauts placés aujourd'hui dire on s'aligne vers ça, si on n'emboîte pas le pas, il n'y aura pas de financement. C'est vraiment la difficulté numéro 1, c'est l'ampleur de la tâche de se partir en affaires, mais la difficulté, le hustle pour aller chercher un minimum de financement. Moi, ça vient d'un lieu de but non lucratif qui rajoute une couche de difficulté en plus. Mais tu sais, après 4 ans d'incorporation, puis ça va être dans le très concret, j'ai une marge de crédit de 5 000 $, j'ai aucun fonds de roulement, j'ai un chiffre d'affaires qui est exponentiel en ce moment et les banques, le financement ne suit pas, d'où tout mon cursus d'incubation, de mentorat, où je fais des gymnastiques fiscales pour essayer d'aller avoir plus de levier finalement. Fait que c'est comme si on utilise ma cause pour vanter l'entrepreneuriat, mais au final, c'est quoi les leviers qu'on m'accorde vraiment à part de l'exposure pour dorer l'image des autres? Billy, oui. C'est long. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout ça. Mais je pourrais vous dire, en termes d'organisme, s'il n'y avait pas eu un événement majeur aux États-Unis, il y a des fonds qui n'auraient jamais été alloués à des organisations comme la mienne. Donc, à partir de là, il y a un système en place sur lequel on doit remplir des demandes de subventions et ainsi de suite. Puis, on a vécu l'expérience d'être rejeté à cause qu'on n'était pas noir. Donc, déjà là, moi, je commençais à me gratter un peu la tête. Je me dis, mais vous mettez des critères en place pour ce type de subvention-là, puis finalement, on ne peut pas l'obtenir parce qu'on n'est pas noir, mais il y a un problème. Donc, dans le système, je pense qu'il doit y avoir des changements pour adapter les subventions, pour s'assurer que les gens, ou le langage qu'on a dit, comme tu dis, qu'on veut tout changer, tout est beau, ainsi de suite, mais qu'on l'adapte pour que ce soit réellement concret pour ces organisations-là, puis qu'ils puissent réellement obtenir ces subventions-là pour faire des changements ou avoir un impact réel. On veut avoir un impact. La transformation numérique, pour nous, c'est un problème pour toutes les entreprises au Canada. La COVID nous a montré la grande accélération qui est arrivée, où
on n'avait pas le choix de se retourner sur un 10 cents ou un 5 cents, je me souviens plus. 10 cents, mais c'est plus petit. Exactement. Donc, on n'a pas le choix de changer rapidement, d'être agile. Pour les startups, ils ont la possibilité d'être agiles. Ils ont la possibilité de pouvoir mettre des choses en place pour faire des changements assez rapidement dans leur entreprise puis avoir un impact. Mais il faut leur donner les outils nécessaires pour pouvoir avoir cet impact-là. Puis c'est de s'assurer que on a entendu les institutions parler, on veut faire les ESG, ainsi de suite, mais il y a d'autres problèmes qui viennent avant ça pour une start-up. Donc, comment on peut combler les problèmes qu'ils ont avant, puis ajouter ça encore comme une nouvelle couche de choses qu'ils doivent justifier ou cocher pour s'assurer qu'ils reçoivent du financement. Ça devient une tâche encore un peu plus complexe. Donc, je pense qu'il doit y avoir une manière de se parler, d'avoir des tables rondes pour parler de cette réalité-là qu'on vit sur le terrain. Puis nous, on a un incubateur, pas un incubateur, mais on dessert des entreprises. On a 430 entreprises dans notre écosystème. Ils ont toute une réalité différente. Donc, il faut s'asseoir avec eux autres pour comprendre leur réalité puis pour pouvoir leur donner les outils nécessaires pour faire le changement, pour avoir un impact dans le domaine ou dans l'industrie qu'ils sont. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire au niveau de s'asseoir, communiquer avec les gens qui sont sous le terrain, qui voient les difficultés, qui les vivent, puis leur donner des outils qui vont être adaptés à eux autres pour pouvoir faire les changements nécessaires. Merci. Harold, tu as vécu une difficulté, je pense. Oui, non, ben ça, tu sais, c'est moi aujourd'hui qui suis sur le stage, mais la compagnie est cofondée par une femme qui est ma partenaire d'affaires. Puis quand même, elle a un bon rap sheet, là. Elle a déjà vendu sa première compagnie à CGI. La deuxième, elle a vendu avant, mais ça s'est finalement vendu à IBM. Fait que, tu sais, là, c'est sa troisième start-up, je dirais, avec moi. Puis, pendant la pandémie, tu sais, veux pas, on savait pas hein, c'est quoi le futur, c'est quoi ce qui allait arriver dans le prochain mois. Moi, je me disais, j'aurais dû être survivaliste, puis me préparer plus, mais finalement, le monde ne sont pas tombés à être des zombies. Puis, mais je préparais le pire, tu sais. Fait en préparant le pire, on m'a introduit à des fonds où Lucie était avec moi sur les appels, qui sont justement des fonds qui ont un focus pour investir dans des compagnies qui sont cofondées par des femmes en affaires. Puis, le problème, c'est ça que je pense qu'on s'est tous frappés au final, c'est que il faut pas juste, dans le fond, que ce soit cofondé par une femme en affaires, il faut aussi que ça fit, dans le fond, la thèse d'investissement du fonds, ce qui fait 100% du sens. Puis, dans notre cas, dans le fond, ces deux fonds-là que j'ai rencontrés n'investissaient pas dans les technologies interactives. Puis, au sens large, fait où je veux en venir, c'est que si le portfolio a été ouvert, puis tantôt, je pense j'attendais qu'il y avait un fonds qui avait une enveloppe de 12 milliards, entre autres, pour tout ce qui est, on va dire, dans la diversité, dans l'ESG. Puis, je me dis, si c'est le cas, vaut mieux aussi, vu que la niche de gens qui cofondent des entreprises ou qui font des entreprises, est tellement beaucoup plus petite et restreinte. Je pense qu'il faut élargir en conséquence la thèse d'investissement. Si on est prêt à justement être plus inclusif, il faut être plus ouvert. Puis c'est là que j'ai trouvé, dans le fond, le conflit entre les discours. Puis que j'ai vécu ça, là, mais ouais, fait que j'espère là, je parle d'une expérience qui a quand même quelques années maintenant. La pandémie, c'est derrière nous, là. Mais j'espère justement que c'est en train de changer avec ce qu'on entend, là, que c'est plus la même chose. Oui, parce qu'en fait, si on veut favoriser l'investissement ou les jeunes entreprises qui intègrent ces critères d'impact dès le départ, il faut peut-être aussi s'ouvrir l'esprit à ce qu'ils vont proposer, à leur façon de faire des affaires, qui ne seront pas traditionnel. Je pense que tu avais un exemple, Anne-Marie, tantôt, de l'école d'entrepreneuriat qui était, moi j'ai trouvé particulièrement savoureuse. Alors, vas-y. Oui, bien, tu sais, on nous propose des business model Canva. On a rempli un il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, avec l'incubateur Genesis. Mais c'est genre de Canva, finalement, qui est vide. Puis là, on travaille pendant des semaines d'arrache-pied à remplir une proposition de valeur, toutes les diffusions de vente, les relations clients. Puis là, tu t'acharnes, tu arrives à quelque chose. Puis là, la semaine d'après, on nous propose « recommence », mais sous les principes ESG. Pourquoi on ne l'a pas intégré dès le départ? Pourquoi c'est venu comme une couche après où finalement c'est passé un peu dans le beurre? Puis après ça, ton plan d'affaires, il est fait de toute façon.
Moi, dans le cas de ma business, il est imbriqué, fait que ma proposition de valeur, elle est tout le temps là au cœur, mais je l'entends dans les cohortes dans lesquelles j'ai participé. C'est vraiment un enjeu d'intégrer cette espèce de bienveillance-là sociale. Puis on en discutait justement tantôt, mais je me disais, il y a tellement un privilège puis une difficulté là, à lancer une entreprise puis d'avoir le gosse de le faire. Mais c'est un peu comme mettre un enfant au monde ou se dire, ben je vais tout lui donner à cet enfant-là pour qu'il puisse prospérer, évoluer, grandir dans un milieu qui est sain, qui est meilleur. Mais l'entreprise a aussi ce privilège-là de dire, ben on peut donner tout à notre start-up pour qu'elle reflète littéralement les meilleures valeurs, les meilleures aspirations auxquelles on souhaite aller, tu sais. Fait que pour moi, mon entreprise, ça va de soi que je veux qu'elle soit bienveillante. Mais on devrait l'inculquer plus, ça, dès le départ, ne serait-ce qu'à l'École des entrepreneurs, pour dire, bien, c'est quoi que vous voulez véhiculer comme valeur, puis c'est quoi que vous prônez, vous, pour la suite des choses. Billy, tu parlais tantôt beaucoup du facteur humain, justement, dans la création de l'entreprise, puis peut-être élaborer un peu là-dessus. Ça revient aux convictions. Pour moi, c'est si tu pars une entreprise, il y a plusieurs startups ici, vous êtes convaincu de certaines choses. Vous vivez dans une société qui a des problèmes. Vous désirez résoudre un problème de cette société-là. Comment le faire de manière que ce soit non seulement bénéfique pour vous, mais pour la société dans son ensemble. Donc pour moi, l'humain derrière la start-up ou l'humain derrière, peu importe que ce soit une institution, peu importe, il doit avoir une conviction de vraiment vouloir faire un changement. De cette conviction-là, on peut créer des choses pour avoir un impact positif, non seulement pour nous, mais pour toute la société dans son ensemble. Je regarde ici au Québec ou au Canada, c'est seulement après une étude des Nations Unies qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas de données sur les communautés afrodescendantes. Donc, il n'y avait pas de data. Donc, si on n'a pas de data, comment on peut attaquer les problèmes? On ne pourra jamais les attaquer parce qu'on n'a pas de données qui nous indiquent qu'il y a tel problème ici, tel problème ici. Ça va dans l'expérience que tu as vécue aussi, où il a regardé plus à Stanford ou aux États-Unis pour pouvoir aller chercher des subventions parce que pour lui, il n'y a rien qui lui a ressemblé ici au Québec qui pouvait lui donner cette subvention-là ou donner le push pour qu'il puisse bâtir son entreprise. Donc, je pense qu'ici, si on prend la réalité de la société dans laquelle on vit, on est convaincu qu'on veut faire un impact ou avoir un changement, que ce soit à travers le ESG ou la transformation numérique, peu importe. Il faut avoir cette conviction-là en tant qu'être humain de pouvoir mettre les choses en place pour créer ces changements-là. Ça revient toujours à l'humain pour moi, même au niveau de votre start-up ou de l'incubateur Zoo, parce que nous, on était incubés ici en premier. Ça a été notre première étape pour voir comment ça se passait dans l'environnement. On est très bien accueillis. C'est ça qui nous a permis de pouvoir voir qu'ils avaient des valeurs qui nous ressemblaient. Puis ces valeurs-là nous ont poussés dans notre cheminement, puis nous amènent aujourd'hui à avoir 3 ans, à recevoir des subventions du Développement économique Canada. On a 430 entreprises. C'est parce qu'ils étaient convaincus de qu'est-ce qu'on faisait, il allait avoir un impact positif. Donc, ça revient toujours à l'humain. Puis est-ce que tu le vois aussi parmi les entrepreneurs? Parce que tu disais que tu accompagnes 430 entreprises, donc c'est ton expérience, mais c'est aussi, tu es un témoin privilégié de ce que les autres entrepreneurs Absolument. conçoivent. Puis je pourrais te dire que cette passion-là que moi j'ai, je la véhicule parce que c'est là l'impact pour moi. Donc, je m'assurais que ces entreprises-là qui viennent nous voir, qu'on comprenne leur réalité et quand on comprenne leur réalité, qu'on les outille pour qu'ils puissent avoir un impact eux autres à leur tour. Tout le monde a des aspirations de pouvoir rendre le monde meilleur, qu'on veut, qu'on ne veut pas. On ne met pas, comme tu disais, on ne crée pas une entreprise juste pour créer une entreprise ou seulement faire de l'argent. Je pense qu'on est dépassé ce stade-là. Avec comment on voit la société d'aujourd'hui, on veut créer des choses qui ont un impact positif, on veut vivre dans un monde meilleur. Il y a d'autres générations qui viennent après nous. J'ai eu 2 filles, j'aimerais ça qu'ils vivent dans un environnement qui est sain, parce qu'ils puissent respirer l'air, puis ils sentent qu'ils ne vont pas tomber malades à chaque 2 secondes. Donc, on veut préparer quelque chose pour l'avenir, donc ça demeure à nous de s'assurer que même au niveau des entreprises, que c'est une priorité pour eux autres. Donc, cette priorité commence par l'humain. Donc, inculquer cette notion-là d'environnement social, de gouvernance, dès le départ, c'est la clé pour moi. Harold, je pense qu'on en discutait aussi tantôt, que en intégrant ça dès le départ, ben, ça devient
ça fait partie du tissu même de l'entreprise. C'est plus quelque chose qui est étranger, qu'on doit rajouter. C'est quelque chose qui, en faisant pousser l'entreprise, bien justement, s'est intégré. Puis je pense que tu avais des bons exemples à cet effet-là. Non, puis tantôt, il y a quelqu'un qui mentionnait la station F, puis quand je suis ici dans l'Atrium, tu sais, une version peut-être un peu plus petite, malgré que c'est immense là, ici, là, mais la station F, c'est aussi très gros. Tu sais, justement, les consortiums entre la grande entreprise, la petite entreprise, la très petite entreprise, la start-up, c'est ce qui permet aussi d'avoir comme justement ce genre d'impact-là, puis de commencer depuis le début. Dans notre cas, ça s'est reflété entre autres avec ce genre de consortium-là où on engageait des gens qui sortaient. C'est dur quand tu finis l'école de trouver une job. Fait que grâce au MeTax, on pouvait arriver à avoir dans le fond une aide pour avoir à l'interne chez nous quelqu'un qui allait nous aider à développer notre produit, mais en même temps, à finir soit sa maîtrise ou son PhD. Fait que ça, je pense que c'est des choses qui commencent à être mises en place ici au Québec, engager l'écosystème. Puis, je vois vraiment le modèle avec, entre autres, je parlais tantôt de la BPI en France, qui est un des plus gros investisseurs souverains. Puis en ce moment, malgré la récession, un des plus gros et présents investisseurs toujours. Je crois qu'il faut continuer comme on est parti. On a encore des choses à faire, puis il faut regarder à l'extérieur qu'est-ce qui est fait. Parce que, puis j'aime bien qu'est-ce qui est fait justement au Centec, là, en parlant de commencer dès le début à créer ces relations-là, puis avoir un impact social. Puis je crois que justement les gens qui réussissent, puis je sais qu'il y a des entrepreneurs bâtisseurs, qui restent au Québec puis qui bâtissent, mais je pense que c'est aussi bien les exits qui sont faits parce que ces entrepreneurs-là qui ont fait un exit peuvent ensuite réinvestir dans l'écosystème. Fait que c'est comme une chaîne qui tourne, puis je commence à le voir au Québec, mais c'est quelque chose qu'on ne voyait pas tant que ça quand j'ai commencé. Ou quand ma partenaire que je mentionnais tantôt a commencé. Fait que je crois que le changement est en train de se faire, malgré que ta fille de 12 ans a subi les mêmes choses. Ça dépend de quelle verticale, mais il y a des verticales qui commencent à être comblées, puis je suis content de voir ça. Puis nous, à la hauteur qu'on a, comment qu'on donne, entre autres, c'est à travers justement des collaborations avec des centres de recherche, avec des étudiants, puis voilà. Je vois qu'il nous reste 2 minutes, alors je vais me tourner peut-être vers Billy puis Anne-Marie pour un mot de la fin chacun. L'impact commence par vous. Peu importe dans quelle sphère vous travaillez, que ce soit une start-up ou vous soyez dans une institution financière qui subventionne des start-up, ça commence par vous. C'est vos convictions qui vont amener les changements. Donc, il faut commencer par avoir des discussions avec les gens qui vous entourent. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement d'informations maintenant. On vit dans un monde d'informations. Donc, il faut juste vraiment prendre la décision réellement de pouvoir créer cet impact-là, puis s'assurer qu'il y a un pont entre les institutions puis les petits joueurs, donc les startups. Donc, parce qu'il y a beaucoup de fois, il y a des programmes qui nous sont montrés ou miroités, mais qui ne sont vraiment pas adaptés aux entrepreneurs ou aux startups. Donc, il faut avoir le son de cloche de ces gens-là qui sont, je ne veux pas dire au bas de l'échelle, là. On devrait être en haut de l'échelle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, s'assurer qu'on se comprend, puis comme ça, quand les programmes sont bâtis, ils sont bâtis pour et adaptés à ces gens-là pour qu'ils puissent prospérer tout simplement, puis avoir un impact positif sur la société. Anne-Marie? Oui, j'ai entendu plus tôt aujourd'hui que c'était plus la croissance à tout prix, justement. Fait que moi, je pense que mon mot de la fin, c'est de dire, on n'adhère plus nécessairement à un projet d'affaires uniquement, c'est d'adhérer à un projet sociétal qui, ultimement, devient un grand projet commun pour l'avenir dans lequel on souhaite prospérer. Puis c'est de peut-être y adhérer encore plus à ça en essayant d'intégrer davantage des valeurs qui sont environnementales, sociales et de meilleure gouvernance, de donner la visibilité aussi à ces projets-là, parce que c'est vraiment en les voyant plus, en donnant plus de visibilité, mais aussi en donnant ces leviers-là à ces projets-là, finalement, qu'on inspire aussi davantage la société, les individus, mais les entreprises à eux aussi emboîter le pas. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, ça m'a donné vraiment beaucoup de positifs sur qu'est-ce qui
qu'est-ce qu'il y a devant nous, puis c'est rassurant de voir aussi que les hauts dirigeants, par exemple, ont ces intentions-là. Ensuite, tout est à faire, tout est à bâtir, mais juste avec vous aussi, ça paraît qu'il y a de l'espoir. Bien, merci beaucoup à vous trois, puis merci à tout le monde.